Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Marie-Christine de Varanguin et je vais avoir le plaisir de vous parler de l'Arabie Saoudite et en particulier de Haloula. Donc, c'est un voyage que j'accompagnerai au mois de novembre prochain et j'espère avoir le plaisir de retrouver des têtes connues que j'ai eues peut-être à l'exposition universelle de Dubaï cet hiver. Et sinon, vous serez pour ce voyage avec Georges Malbruno, grand journaliste au Figaro, auteur de nombreux ouvrages et qui pourra vous parler de géopolitique, de l'Arabie contemporaine, de l'histoire contemporaine et pour ma part, l'histoire ancienne et l'archéologie. Mais là, je ne suis pas toute seule, je suis avec Corinne Souillet, qui est la directrice commerciale d'Intermed. Bonjour Corinne, et je vais te laisser la parole pour quelques petits mots. Merci Marie-Christine. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence exceptionnelle dédiée à l'Arabie Saoudite. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Marie-Christine de Varanguin, que je remercie 1000 fois de nous avoir aidé à préparer cette conférence, ainsi que nos partenaires, donc le site d'Haloula, qui également nous a fourni de très belles photos et qui œuvre tous les jours pour un accueil exceptionnel des vacanciers intermèdes qui viennent visiter ce beau pays. Donc, nous allons parler évidemment du site d'Haloula, qui est un site somptueux, exceptionnel, mais aussi, donc, Marie-Christine, de l'Arabie Saoudite, de sa modernisation, de l'évolution de ce pays aujourd'hui qui s'apprête à accueillir les premiers touristes. Je crois que c'est ce duo que vous allez former avec Georges Malbruno, avec la partie culturelle que vous allez défendre, expliquer, parce que je crois que vous avez vécu en Arabie Saoudite, vous nous raconterez ça. Et Georges Malbruno nous fera donc, lui, partager son expérience sur la partie géopolitique. Alors, ce beau voyage part du 9 au 16 novembre. On va avoir l'occasion d'en parler pendant la conférence. C'est un voyage de 8 jours, 6 nuits qui permet une très belle découverte de l'Arabie Saoudite, puisque vous allez découvrir Riyad, cette partie moderne avec le musée national, partir dans le désert, visiter donc le site d'Haloula, dormir 2 nuits dans un campement, faire du 4x4 et terminer par la vieille ville de Jeddah. Voilà, donc on en reparlera à la fin, mais c'est un très très beau voyage événement que nous avons préparé avec toutes les équipes intermèdes pour tous les amoureux du voyage et tous les curieux qui composent notre clientèle. Voilà, donc merci Marie-Christine, merci notre partenaire Haloula, et puis moi je vous retrouve à la fin pour vous reparler de ce voyage, des inscriptions, des offres tarifaires qu'on va pouvoir faire si vous êtes intéressé par ce départ. Voilà, Marie-Christine, on décolle tout de suite. Destination Riyad. Absolument, décollons pour l'Arabie Saoudite, pour les sables du désert, la chaleur et cette péninsule arabique que j'aime tant et qui me rappelle tellement de bons souvenirs. Voilà. Alors d'abord, je vais vous présenter cette carte ancienne qui est la carte des trois Arabies. C'est une carte française. Vous savez que les Français ont toujours été de très bons cartographes. C'est une carte qui date de 1654. Et là, vous voyez les trois Arabies. Alors l'Arabie qui est en jaune, la plus grande partie, c'est l'Arabie heureuse. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme d'Arabie heureuse. Ça représentait pour les Romains une terre fabuleuse où habitait le phénix, où de là provenait l'encens qui était nécessaire pour les actes religieux. Et en fait, ce terme d'Arabie heureuse, c'est pas tout à fait juste. C'est une mauvaise traduction de Félix, ce terme latin, qui en fait voulait dire fertile, et puis par un peu extrapolation, c'est devenu l'Arabie heureuse. Tout ça parce que cette zone, c'était la zone la mieux irriguée d'Arabie, avec une zone de montagne et avec un système d'irrigation qui était très développé. Ensuite, vous avez au nord l'Arabie qui est en verte, qui est l'Arabie déserte. Ça, c'est le nom qu'avait donné Ptolémée, ce grec qui vivait à Alexandrie, qui est un peu le précurseur de la géographie. Donc là, qui décrit la partie tout à fait nord de l'Arabie. Et ensuite, en rose, vous avez l'Arabie pétrée. C'était la province romaine d'Arabie qui a été créée vers l'an 106 de notre ère, après la conquête du royaume nabatéen,
qui devient donc protectorat romain à l'époque de l'empereur Trajan. Alors ce terme de pétré, en fait, ça veut dire tapissé de pierre, de rocher. C'est une référence à Pétra, dont le nom est tiré du grec et veut dire rocher. Alors, on va passer à la carte d'aujourd'hui. Et vous voyez que finalement, ça n'a pas tellement changé. Donc, sur cette carte de la péninsule arabique, vous voyez que l'Arabie saoudite se trouve donc entre la mer Rouge qui est à l'ouest et le golfe Persique qui est à l'est, avec beaucoup de pays limitrophes, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman, et tout à fait au sud, ce n'est pas marqué, mais le Yémen. Et je vous ai tracé le parcours que nous allons faire avec Intermed dans ce voyage. Donc, nous allons partir de Paris et atterrir à Riyad, à peu près au centre, sur cette carte. De Riyad, nous prendrons un vol pour Hail. De Hail, alors là, c'est en vert, le parcours est en vert, parce que là, nous allons faire 450 km avec des 4x4, de façon à faire cette distance de façon un peu plus rapide pour arriver jusqu'à Aloula. Et d'Aloula, nous reprendrons un vol pour Jeddah. Et de Jeddah, retour à Paris. Alors, regardez sur cette carte, c'est intéressant parce que vous avez en même temps les provinces administratives. Il y a 13 provinces en Arabie Saoudite. Donc, la province de Riyad, là, on verra en tout 4 provinces. Donc, la province de Riyad, qui porte le même nom, la province que la capitale. La province de Hail, qui est également le même nom que la ville principale. Par contre, à Aloula se trouve dans la province de Médine. Médine, qui est une des 2 villes saintes avec la Mecque. Et ensuite, la province de la Mecque, où se trouve la ville de Jeddah. Voilà donc la situation géographique. Et maintenant, une petite présentation de l'Arabie saoudite. Donc, c'est un pays qui est très grand, qui est à peu près 4 fois la taille de la France, avec une population de près de 35 millions d'habitants. La particularité de beaucoup de ces pays du Golfe, de ces monarchies, c'est qu'il y a un bon nombre d'étrangers, main-d'œuvre étrangère qui est venue pour construire le pays, ce qui nous donne une très faible densité de population avec 18 habitants par kilomètre carré. Donc la capitale, on l'a dit, c'est la ville de Riyad et c'est une monarchie absolue. C'est la dynastie des Saouds qui dirige depuis le XVIIIe siècle. Le premier des Al Saoud était dans un premier État au XVIIIe. Et aujourd'hui, c'est le roi Salman, qui est un roi qui est âgé de 87 ans, qui va avoir 87 ans cette année, qui est en même temps le gardien des 2 lieux saints que sont la Mecque et Médine. Voilà. Alors, c'est important de vous expliquer le drapeau aussi saoudien. Ce drapeau, c'est un drapeau d'État et c'est le drapeau de guerre du royaume. Ce drapeau, il a été imaginé en 1926 et il va marquer le pouvoir des Saouds. Alors, le fond vert, c'est la couleur de l'islam. Le blanc, vous avez ce sabre. Ce sabre, c'est à la fois un symbole de justice et puis ça évoque aussi la conquête et l'unification du pays par Abdelaziz ibn Saoud. Et en calligraphie, vous avez la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane qui proclame en arabe la ilaha illallah, etc. Je vais vous traduire. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et j'atteste que Mahomet est son messager. Et c'est pour cette raison que ce drapeau saoudien ne peut jamais être mis en berne. Alors, nous voilà donc maintenant dans la capitale, Riyad, cette capitale saoudienne qui se situe en altitude sur un plateau à près de 600 mètres. C'est la ville la plus peuplée du pays. C'est une ville de 6 millions, un peu plus de 6 millions d'habitants. Son nom de Riyad, ça signifie jardin. C'est un nom que vous connaissez peut-être si vous êtes allé au Maroc, le Riyad marocain, qui est cette maison autour d'une cour. Initialement, c'était à Riyad une partie du campement où les vergers dominaient. Et cette ville de Riyad est une ville, je dirais, un peu
un peu conservatrice, beaucoup plus conservatrice que n'est la ville de Jeddah, qui est un grand port sur la mer Rouge. Euh, sur cette photo, vous apercevez une tour importante, c'est la tour du royaume, la Kingdom Center. Cette tour qui appartient au prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, qui est également le propriétaire de l'hôtel Georges V à Paris. C'est le troisième plus haut gratte-ciel du pays. Il y a une autre grande tour à Riyad, il y en a une autre à la Mecque. Et ça, c'est une tour qui domine, on la voit d'un peu partout, à 300 mètres de haut. On la surnomme le décapsuleur. C'est vrai que c'est un peu l'allure d'un décapsuleur. Et dans la partie supérieure, vous avez justement ce pont panoramique qui fait plus de 50 mètres de long avec une plateforme d'observation sur toute la ville. Voilà, donc ça, Riyad, c'est la première étape. À Riyad, nous allons visiter le musée national. C'est un très très beau musée avec une architecture contemporaine, comme vous pouvez voir, avec ses lignes courbes et ses colonnes. Et à l'intérieur de ce musée, eh bien, il y a tous les trésors qui viennent de la plupart des sites que nous rencontrons en Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'il y a des centaines de sites archéologiques qui ont été répertoriés. On parle de 4000, mais il y en a en fait beaucoup plus. C'est un pays qui est très, très, très riche d'un point de vue archéologique, qui a été ouvert aux touristes récemment. C'est pour ça qu'il faut y aller avant qu'il y ait beaucoup de monde qui découvre ce pays. Voilà, alors j'ai fait une petite sélection dans le musée parce qu'évidemment, je vais surtout me concentrer sur Aloula, mais voici quelques sculptures que vous pouvez avoir, des sculptures anthropomorphes. Alors, il faut savoir que à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, ces sociétés de la péninsule arabique vont entrer dans l'âge du bronze et avec l'âge du bronze, l'usage du métal va se généraliser, les paysages vont se ponctuer par une architecture avec de la pierre, puisqu'on va pouvoir tailler ces pierres, on a les outils nécessaires et les premières tombes qu'on va appeler des tombes tours vont faire à peu près 2 mètres de haut et on va faire apparaître également des sanctuaires avec la représentation humaine, comme vous pouvez voir ici. Ce sont les premières représentations humaines avec ces statues qui ont un peu des formes de menhirs, qui sont donc des stèles anthropomorphes, qui sont ici en grès rouge, comme le grès que l'on verra un petit peu plus loin à Aloula. Et elles datent là, ici, du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, la statue que vous voyez au milieu fait à peu plus d'un mètre de haut avec les bras croisés sur le ventre. Voilà, ça c'est typique du royaume, la statuaire de Dadan, Dadan qui se trouve à Aloula. Je vais vous montrer tout à l'heure une carte d'Aloula. Ça, c'est l'art statuaire qui est un peu typique de cette région, donc toujours en grès rouge. Et là, vous voyez ce personnage, cette statue monumentale très importante, puisqu'elle fait 2,30 m de haut, qui représente un homme avec cette musculature. Il porte sur le bras gauche, on voit comme une sorte de bracelet avec une perle autour du bras, une tunique courte et qui est nouée à la taille par une ceinture à double rang. Et la tête a été martelée. Malheureusement, on ne voit plus la tête, on voit encore les oreilles et puis une partie du turban. Il y a une certaine influence de l'Égypte antique, il y a une certaine influence de la Syrie. Alors autrefois, les parties du corps étaient peintes en rouge, alors que le pagne était lui peint en blanc. Et les sculptures étaient périodiquement repeintes. Voilà, en voici encore une autre telle qu'on peut les voir dans ce magnifique musée. Donc celle-ci, on a perdu la tête, les jambes également, mais on voit bien cette musculature importante du haut du corps du personnage. Alors, il y a également beaucoup de gravures rupestres dans les différents sites archéologiques. Donc, certaines sont restées sur le site, d'autres sont dans le musée. Comme ici, vous pouvez voir
À l'arrière-plan, cet oryx qui est en train d'être chassé par l'homme qui le suit derrière avec son arc. Et puis au premier rang, vous avez ces 6 bras qui sont en train de s'agiter avec leurs doigts bien écartés, trace comme ça de cette présence humaine que l'on va trouver dans cette très riche région. Là, ça provient du site donc de Dadan. Voilà, toujours dans le musée, donc j'ai pris des exemples un peu différents, ici avec ce masque funéraire, qui est un masque funéraire qui remonte au 1er siècle et qui est donc en or, qui vient par contre de la partie orientale de l'Arabie saoudite, parce qu'entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, on peut dire que cette partie de l'Arabie a connu une très grande prospérité grâce aux échanges maritimes dans le Golfe et tous les échanges avec la Mésopotamie, entre autres. Une autre pièce importante, ici vous avez cette porte qui est une porte de la Kaaba. La Kaaba, c'est donc, le mot Kaaba veut dire cube, c'est ce cube qui se trouve au centre de la grande mosquée de la Mecque. Eh bien, cette porte, elle a été faite très certainement en Turquie au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. C'est un plaquage de feuilles d'argent qui ont été martelées, gravées et dorées sur un support en bois. La porte fait pratiquement 3,50 m de haut sur 2 mètres de large. Et dans le centre, vous apercevez une grande mandorle polylobée qui est prolongée par 2 pendentifs en lambrequin. C'est selon un modèle qui était utilisé pour les arts du livre et également pour la confection des tapis. Alors cette porte, elle a été en place jusqu'en 1947 et elle a été remplacée par la porte qui est toujours là actuellement, la porte de la Kaaba. Vous savez qu'à l'intérieur de la Kaaba, il n'y a rien, c'est un cube qui est vide, mais c'est autour de cette Kaaba que les pèlerins font le pèlerinage pendant le Hajj à la Mecque. Voilà. On continue avec ce que nous allons voir à Riyad. À Riyad, nous allons voir le fort Masmak. C'est un fort qui date d'à peu près 150 ans, qui est en fait une citadelle d'argile, de boue séchée. Et cette citadelle a vu la naissance du royaume saoudien. Il faut savoir qu'en 1902, après pas mal d'années d'exil au Koweït, le roi Abdelaziz va s'emparer du fort, va reprendre le contrôle de Riyad qui était entre les mains d'une famille ennemie et en fait il va revenir à Riyad qui était la résidence ancestrale de la famille Al Saoud. Alors ce fort a servi de caserne, puis de dépôt de munitions et enfin plus tard a servi de prison. Nous allons voir ensuite à Riyad le palais Al-Mourabba, qui est donc l'ancienne résidence de la cour du roi Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud, donc fondateur de l'Arabie saoudite. Ce fort a été à l'époque érigé en dehors des murs de la vieille ville, sur des terrains agricoles, et en fait ça a marqué la première extension de la ville. Donc le roi Abdelaziz y a habité de 1938 jusqu'à sa mort en 1953. Donc à l'intérieur, on va pouvoir voir des objets personnels du roi, ses lunettes, ses appareils photos, la Rolls-Royce que Winston Churchill lui avait offert en 1946. Alors ce roi Abdelaziz, Al Saoud, c'était quelqu'un qui est resté 50 ans au pouvoir. C'est lui qui a réussi à se faire élire le roi du Hedjaz, non sans mal, qui effectivement, avec le sabre et la guerre, a pu se maintenir pendant si longtemps au pouvoir. Il était assez extraordinaire puisque il mesurait plus de 2 mètres. C'était un géant. Il a eu 28 épouses, des dizaines et des dizaines d'enfants. Et en fait, ce sont tous ses fils qui lui ont succédé. Et aujourd'hui, le roi Salman est un de ses fils. Il y a eu le roi Saoud, le roi Faisal, le roi Khaled, le roi Fahd, le roi Abdallah. Et donc, depuis 2015, le roi Salman. Aujourd'hui, le prince héritier, c'est Mohammed bin Salman,
donc fils du roi Salman, qui est le septième fils du roi, mais je vous le présenterai un petit peu plus tard. Voilà, nous quittons la capitale, nous quittons Riyad et nous avons pris l'avion pour arriver à Hail. Et là, à Hail, à 70 kilomètres de la ville, se trouve le site de Juba, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cours de ce voyage, nous verrons trois endroits magnifiques classés au patrimoine mondial. Ici, c'est un des sites les plus réputés de pétroglyphes d'Arabie Saoudite, à la fois de la période préhistorique et pré-islamique, avec des inscriptions sur les rochers. Les plus anciennes inscriptions datent de 5500 avant notre ère, au moment où la zone était un lac intérieur avec une faune d'oryx et d'animaux domestiqués, comme ici, ces dromadaires. Les dromadaires ont été domestiqués dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ce sont des dromadaires avec donc une seule bosse. Il n'y a pas de chameaux dans la péninsule arabique, uniquement des dromadaires. Donc, vous les voyez assez bien dessinés ici sur ces gravures. Et puis là, encore autre chose avec ce personnage, cet homme, très certainement un chasseur qui est représenté toujours dans le grès. Voilà, nous arrivons, après avoir fait cette petite excursion à Juba, nous revenons à Hail, donc une des 13 provinces administratives de l'Arabie, avec ici le fort Al-Arif. C'est un fort qui date du XVIIe siècle, perché au sommet d'une montagne et qui se trouve vraiment au cœur de la ville. Il a été construit de façon à protéger cette ville d'éventuels ennemis. Et bien sûr, de là, on a un point de vue superbe sur Hail. Cette forteresse fait à peu près environ 40 mètres de long. Elle est construite toujours avec de la boue, de l'argile, et là, elle a été construite donc au XVIIe siècle sous le règne de la famille qui dirigeait cette région, qui était la famille Al-Ali. Voilà, alors nous arrivons maintenant nous avons pris les 4x4 et nous allons arriver dans la région d'Aloula, et je dois dire que c'est le point d'orgue de ce voyage. Rien que le site que vous verrez, les sites que vous verrez quand on sera dans cette région d'Aloula méritent vraiment le voyage. Alors, je vous montre d'abord cette carte qui est une carte du royaume nabatéen avec les limites approximatives du royaume nabatéen vers l'an 85 avant Jésus-Christ. C'est au moment où l'extension est maximale pour ce royaume. Alors, si vous regardez les traits orange, les grands traits orange au nord ou au sud, eh bien, c'est donc ces limites. Alors, ça va de Damas, qui est tout à fait au nord. Ensuite, vous suivez, vous apercevez le dessin de la mer Morte. Là, vous avez les villes donc de Petra qui sont marquées. Et puis, tout à fait au sud, la ville de Egra, qui est aujourd'hui Maden Saleh, comme je vais vous le montrer sur la carte suivante. Les gros points rouges, ce sont les villes les plus importantes, et les petits points rouges, ce sont les villes secondaires de ce royaume nabatéen. Alors, les Nabatéens, c'était une tribu arabe. Ils se sont établis dans le sud de la Jordanie vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ils ont conquis le nord-ouest de l'Arabie, c'est-à-dire la région de Daloula, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, si on voit donc la carte d'aujourd'hui, voilà, Aloula. Alors, tout à fait en haut et à droite de votre carte, vous avez le tracé, enfin, vous avez le croquis plutôt de l'Arabie Saoudite, et vous voyez en haut, au nord-ouest, donc la situation d'Aloula. Aloula, c'est le nom de la région, c'est le nom de la ville ancienne et c'est le nom également de la ville moderne. Donc, si c'est une vallée qui fait à peu près 30 kilomètres de long, qui se trouve entre des massifs de grès, des massifs de basalte, avec des ressources très abondantes, avec plusieurs oasis qui correspondent à des sites archéologiques majeurs. Donc, vous avez en noir au nord et au sud les deux villes modernes, dont la ville moderne d'Aloula qui est au sud. En rouge, vous avez les sites archéologiques.
En blanc, vous avez le tracé de la route des caravanes et en noir, vous avez le fameux chemin de fer du Hidjaz. Alors, les sites qui sont en rouge, vous voyez, il y a plusieurs sites archéologiques. Egra, Egra qui aujourd'hui s'appelle Maden Saleh. Donc, Egra, 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 5e siècle après Jésus-Christ. Vous avez ensuite Dadan, que nous verrons, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cet art statuaire assez spectaculaire, ces stèles anthropomorphes. Dadan, qui s'appelle aujourd'hui Al-Koureba, qui est donc à droite du chemin de fer, on voit marqué Dadan. Et puis à gauche, vous avez aussi la vieille ville d'Aloula, et tout à fait en bas, Kour, une ville qui était importante pendant la période islamique, c'est-à-dire entre le 7e siècle et le 10e siècle après Jésus-Christ. Voilà, alors Alula, cette région est très, très, très spectaculaire, je dois dire. C'est vraiment de grands moments d'émotion quand on arrive là. Vous connaissez sûrement Petra, ou vous avez vu beaucoup de photos de Petra. Je dois dire que le site d'Alula est encore plus spectaculaire. Voilà cette photo que j'avais prise depuis l'avion. Et donc, vous avez ces massifs montagneux, ces massifs rocheux, en contrebas la vallée avec ses différentes oasis. Et voilà, ici, donc, à côté de la route, la vieille ville de Haloula, et puis ces blocs de grès qui sont excessivement anciens. Alors, le grès, ça date du début de l'ère primaire, vers 500 millions d'années. Le grès le plus ancien date de la fin du Cambrien et il a une couleur brun-rouge. Le grès un peu plus récent, enfin récent c'est tout à fait relatif évidemment, est beaucoup plus clair. Et puis le basalte qui est donc de couleur foncée, beaucoup plus noire. Alors voilà les maisons de la vieille ville d'Aloula qui étaient des maisons en adobe avec cette argile qui est mêlée de petits morceaux de végétaux, souvent de paille, et une toiture qui est faite avec des feuilles de palmier, des branches de palmier qui reposent sur des poutres en bois. Voilà comment étaient ces maisons traditionnelles. Voilà l'oasis qui est vraiment magnifique, qui peut aussi il y a plusieurs oasis qui peuvent se visiter, qu'on peut parcourir à pied. Et cette oasis, ça a été la source de vie pour les Bédouins qui ont pu s'y alimenter et aussi se désaltérer, puisque la chance d'Aloula, c'est d'avoir une nappe phréatique qui n'est pas très loin, qui est à moins de 10 mètres de profondeur, et de nombreux puits ont été creusés, on en a recensé 132, ce qui a permis à ces populations de se sédentariser et aux nombreux voyageurs qui venaient avec leur caravane faire étape à Aloula et pouvoir se reposer et changer éventuellement de dromadaire et pouvoir repartir puisque les échanges commerciaux ont été intenses dans cette région. Voilà, donc à l'ombre de ces palmiers dattiers, eh bien, on peut faire pousser toutes sortes de fruits, des orangers, des citronniers, donc beaucoup d'agrumes, des manguiers, des bananiers, mais également des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, et ça a pu nourrir cette population. Euh, les, les palmiers dattiers dans cette région, il y en a plus de 2 millions. Et la production de dattes dans la région d'Aloula, c'est 90 000 tonnes par an, sans compter les tonnes d'agrumes qui aujourd'hui aussi sont produites dans cette région. Voilà, alors la date, petite intermède, mais c'est excellent pour la santé, c'est plein de vitamines du groupe B, de vitamine C, de sels minéraux, de fibres, et c'est ce qui justifie aussi la longévité de ces peuples de la péninsule arabique. Voilà, regardez ces massifs de grès qui sont impressionnants, façonnés par le vent, façonnés par l'eau également, et qui ont des formes absolument spectaculaires. Regardez, j'ai pris cette photo un jour d'un ciel bleu magnifique. Voilà, ce sont des ciels
des cieux comme ça qu'on peut voir à Alula, avec la roche qui est rouge, brune, ocrée, enfin qui change de couleur aussi selon les heures du jour, et c'est formidable, le sable du désert. Et puis, bientôt, nous allons apercevoir les tombeaux. Voilà. Et pour se rendre au tombeau, eh bien, on va devoir quitter l'autocar et puis marcher vers ces tombes nabatéennes qui sont assez spectaculaires. Alors, les Nabatéens se sont installés euh, ici, on est à Aigra. Ils se sont installés bien après, à peu près 250 ans après Pétra. Donc, ils ont étendu leur royaume vers le sud et ils vont vouloir se construire des tombeaux très importants. Euh, Aigras, on considère que c'est la petite sœur de Pétra, euh, et ils vont acquérir une notoriété mondiale grâce à ces tombeaux rupestres, qui sont des tombeaux à façade sculptée monumentale. Les plus hauts font jusqu'à 20 mètres de haut. Et en fait, c'était des pasteurs nomades qui vont surtout faire du commerce. Alors, le commerce de la myrrhe, le commerce de l'encens et le commerce des aromates, des épices. Alors, la myrrhe, elle vient du Yémen. L'encens aussi, ça vient du Yémen et puis du sud du sultanat d'Oman actuel, la région du Dhofar. Et puis, les aromates, les épices, eh bien, ils peuvent venir de l'Inde ou d'autres pays de la péninsule arabique. Donc, ils vont s'installer ici et ils vont se faire construire des tombeaux très spectaculaires. Alors, les tombeaux avec façade comme ça, ils sont évidemment réservés à une élite. On trouve à Aigra une centaine de tombeaux de complexes funéraires qui sont très bien conservés, alors peut-être mieux conservés qu'à Petra. Pourquoi? À cause des raisons climatiques. Et puis, je vais vous expliquer également un peu plus tard pourquoi. Et puis, sur le sommet parfois de ces monticules rocheux, eh bien, vous avez des sépultures qui sont plus modestes. Il y en a 1500 qui ont été recensés et qui sont des tombeaux familiaux. Alors, la plupart ont été taillés au tournant de l'ère chrétienne et jusqu'en 75 après Jésus-Christ, ici dans cette région d'Alula. Donc les plus beaux tombeaux appartiennent à des notables, mais à des magistrats, mais aussi à des personnes qui ont des fonctions militaires ou administratives. Alors, on va voir d'autres. Voilà, ici, c'était avec la guide locale saoudienne qui fait admirer la façade de ce tombeau. Voici d'autres tels qu'on peut les voir. Et en fait, comme vous devez le savoir, si vous êtes allé à Petra, il fallait construire ces façades en partant du haut. Alors, soit il y avait le sommet de ces rochers qui étaient accessibles, soit il fallait bien construire un sentier ou bien des marches pour pouvoir atteindre le sommet et ensuite descendre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur ce croquis, en commençant par le haut, eh bien, on va commencer à sculpter les, les tailleurs de pierre vont partir du haut, vont creuser assez profondément cette façade de façon à avoir un plancher sur lequel ils vont pouvoir reposer et pouvoir au fur et à mesure débiter la pierre avec des outils qui sont ce qu'ils ont à l'époque, c'est-à-dire des pics, des masses, des ciseaux, des gradines. La gradine, c'est un ciseau dentelé et puis, des instruments de mesure. Ils ont le fil à plomb, ils ont le niveau, ils ont l'équerre, ils ont le compas, ils ont la corde à nœud. Et petit à petit, ils vont descendre. Alors, il était l'usage d'avoir deux sculpteurs qui soient de chaque côté de la façade. Et le but était évidemment qu'ils se retrouvent au milieu et qu'ils arrivent à se rejoindre. Et on voit sur certaines façades que bien, ça n'a pas été tout à fait calculé, tout à fait juste.
On a trouvé aussi certaines façades à Aigra, et ça c'est une particularité d'Aigra qu'on ne trouve pas à Petra. Il y a un tiers de ces tombeaux qui portent au-dessus de la porte d'entrée une inscription dans un cartouche avec le nom du propriétaire. Donc ces tombeaux, ils étaient soit loués, soit ils étaient achetés de façon à ce que ça soit une famille entière et les ayants droit qui soient dans ces tombeaux les plus spectaculaires. Ces tombeaux étaient appelés des maisons d'éternité et il y avait tout un procédé que je vais vous montrer. Ah oui, alors d'abord, je vous montre pourquoi ils sont bien conservés. Eh bien, les Nabatéens pensaient à tout. Au sommet, en haut de la façade, ils avaient creusé un canal de façon à ce que les eaux de pluie puissent se répartir, non pas sur la façade et que ça ruisselle pas pour finalement éroder la façade, mais que les eaux de pluie partent sur les côtés. Alors, je vous rassure, il ne pleut pas beaucoup en Arabie Saoudite, il ne pleut que quelques jours par an, mais quand il peut pleuvoir très très fort. Les wadis, ce sont ces lits de rivière qui sont asséchés la plupart du temps, peuvent se remplir très vite. Donc ce canal permettait l'évacuation des eaux, c'était une façon vraiment formidable. Alors une fois qu'on avait dessiné la façade, eh bien il fallait pouvoir creuser la tombe. Donc sur ce croquis, vous voyez ici ce décor de façade à merlon ou à demi-merlon. Vous avez la porte d'entrée qui est surmontée d'un fronton. Donc ici, le cartouche avec le nom du propriétaire n'a pas été dessiné, mais vous voyez qu'avec le pointillé autour de l'entrée se trouve eh bien, ce qui va être creusé à l'intérieur. Donc en fait, on va creuser sur toute la longueur de la façade, mais pas tellement plus haut que le fronton d'entrée. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, comment ils creusaient donc de façon à pouvoir mettre les tombes, donc posées soit sur le sol, soit dans des niches sur les côtés latérales. Voilà. Alors, il y avait, un peu comme chez les Égyptiens, chez les Nabatéens, il y avait une pratique d'une sorte de momification pour permettre au corps d'être protégé des altérations naturelles. Alors, pour cela, à l'inverse des Égyptiens où on mettait les viscères dans des urnes, là, il n'y avait pas ce procédé, mais par contre, on enduisait les corps de différents onguents, de différentes gommes végétales et différents produits. Et ensuite, on enveloppait le corps dans un linceul de textile avec 3 couches de textile. Et ensuite, le corps était enveloppé dans un linceul de cuir, comme vous pouvez voir sur cette photo. Ce linceul de cuir pouvait être décoré de coquillages qui étaient cousus dessus, qui servaient de décor. On a même retrouvé un corps avec un collier de dattes autour du cou. Il n'y avait pas une orientation particulière des corps, par contre. Et là, pour le transporter et le mettre à l'intérieur du tombeau, eh bien, il y avait ces sortes de poignées qui étaient qui étaient cousues sur le cuir et qui permettaient aux hommes aux 4 hommes, d'aller déposer ce corps. On a trouvé certains tombeaux avec beaucoup de corps d'une même famille, jusqu'à 80 corps qui ont été trouvés dans une chambre funéraire. Alors, pour éviter les pillages, les voleurs de tombes, on a fait peser la malédiction coranique en disant que les pilleurs de tombes allaient mourir, etc. Mais bon, ça n'a pas empêché certaines d'être évidemment d'être violées, d'être ouvertes et de prendre tout ce qu'il y avait d'intéressant à l'intérieur. Un autre endroit spectaculaire que vous verrez au cours de ce voyage, c'est le rocher de l'éléphant, le Elephant Rock, qui est une formation naturelle, un rocher qui fait plus de 50 mètres de haut, toujours en grès, et qui est entouré d'une centaine d'autres monolithes rocheux comme ça, formés par le vent. Alors ça a mis des millions d'années à prendre cette forme, ça c'est le travail de l'érosion. Ce rocher devient très populaire au fur et à mesure qu'il y a des visiteurs et des touristes qui viennent à Alula. C'est un peu l'équivalent des falaises d'Étretat pour nous. C'est une des formations les plus étranges du monde, avec ce pachyderme, comme vous allez voir, voilà, sur la photo suivante, avec les personnages qui sont en bas, et vous voyez
Donc la hauteur, vous vous rendez compte de la hauteur de ce monument en grès que vous allez prendre en photo immanquablement. Voilà. Toujours dans la région d'Alula, on va maintenant à Dadan. On a parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec une riche statuaire de sculptures, soit anthropomorphes, soit zoomorphes, avec ici cette façade de tombeau avec deux lions. Il y a plusieurs paires de lions comme ça. Alors le lion, évidemment, ça symbolise la force, ça symbolise la puissance. Euh, Dadan, c'est également très connu pour ses pétroglyphes. Ici, vous voyez ce cheval parfaitement dessiné dans la pierre, donc ces gravures rupestres qui remontent à plusieurs milliers d'années. Le site de Dadan, il est encore plus ancien que le site de Egra que nous avons vu avec les Nabatéens. On ne sait pas grand-chose sur cette population, sur ces Dadanites. On ne sait pas très bien, enfin les archéologues sont encore en train de... Il faut savoir d'ailleurs que toute cette vallée d'Alula, elle est encore en cours d'étude et que les archéologues, les équipes françaises sont là, ou des équipes internationales. Et un petit peu plus loin, voilà, vous avez aussi ici représenté ces serpents. Alors le serpent, c'est un motif décoratif qui est très répandu dans cette région. Et le serpent avait peut-être ici une fonction protectrice. Et on pense qu'à Dadan, il y avait une école locale de sculpture qui était vraiment spécialisée dans le travail du grès et dans ces représentations à la fois d'animaux ou bien d'hommes. Alors, la plupart des statues, les grandes statues qu'on a vues tout à l'heure, étaient offertes aux dieux en témoignage de soumission ou bien pour les bonnes grâces et obtenir la bénédiction. Alors regardez, ça j'adore ce petit bas-relief qui vient toujours donc de Dadan, qui est décoré d'une lionne qui est en train d'allaiter son petit. Regardez ce dessin, elle est presque en train de sourire, cette lionne avec le petit en dessous. Alors, il y a aussi une certaine influence ici de l'art sculptural des cultures du Levant, des cultures de la Mésopotamie ou même de l'Égypte. Et puis à Dadan, toujours, enfin, de l'autre côté du Wadi d'Aloula, vous avez le site de Jabal Ikma, avec les parois qui sont couvertes d'inscriptions. Alors, on trouve des inscriptions de toutes sortes, avec toutes les écritures. On va trouver dans ces inscriptions, alors il y a les inscriptions officielles qui ont été faites par des scribes, qui sont intéressantes parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations sur la façon dont les hommes vivaient à cette époque-là. Ces études faites par les épigraphistes, donc les spécialistes des inscriptions, ont relevé donc beaucoup d'histoires à la fois sur la politique, sur la religion, sur la vie quotidienne, sur la chasse, sur les préoccupations des hommes de l'époque, sur le commerce. Et alors, il y a les écritures donc officielles et puis il y a tout ce qui est graffiti que les nombreux visiteurs ont laissé au cours des siècles. Et là, c'était fait par des individus qui n'étaient pas qualifiés pour écrire sur la pierre. Alors, on retrouve de l'araméen, on retrouve du dadanite, on retrouve du Minéen. Minéen, c'était un royaume qui était au Yémen, du nabatéen, bien sûr, et puis du latin, du grec, de l'arabe. Alors, d'ailleurs, l'écriture arabe, je ne vous l'ai pas dit, mais l'écriture arabe, elle dérive du nabatéen et non du syriaque comme on le pensait il y a encore quelques années. Ces nabatéens, eux, ils parlaient le langage, c'était l'araméen, mais au niveau de l'écriture, ensuite, l'écriture va dériver donc du nabatéen. Donc là, nous allons progressivement, voilà, voilà des paysages que vous pouvez voir encore et ces dromadaires en train de s'abreuver dans la région d'Aloula avec le dromadaire qui a servi ces caravanes. Ces caravanes, justement, c'est ce que nous apprend les inscriptions, c'était la destination des caravanes qui ont sillonné Aloula entre le 6e siècle
jusqu'à très longtemps après, puisque les caravanes charriaient de l'encens, charriaient des épices, des perles, les perles qui venaient de la mer Rouge ou bien du golfe Persique, et puis beaucoup de poteries pendant des siècles et des siècles. Alors le dromadaire, on l'appelle aussi le vaisseau du désert, et, euh, et donc ils ont pu, vous en verrez très certainement, puisqu'ils sont on va les voir dans le désert, ils sont en liberté totale, comme ici, c'est ce que vous voyez. Voilà un magnifique coucher de soleil tel qu'on peut les voir avec ce soleil couchant rougeoyant dans le désert d'Alula. Vous aurez la chance d'y passer 2 nuits, et de même que les étoiles que l'on peut observer. C'est inoubliable ce qu'on peut voir dans ce ciel d'Alula. Alors, à Alula, eh bien, il y a de grands projets de développement touristique. Il y a beaucoup de projets ambitieux, des projets de musées, des projets d'hôtels. Il y a maintenant de bons hôtels qui se sont construits, et puis des campements qui sont super, là où nous descendrons avec Intermed. Et puis, il y a des résidences d'artistes. Voilà. Alors ça, c'est un peu la volonté du programme de développement de l'Arabie Saoudite et d'Aloula en particulier, donc de développer l'art contemporain. Et ça, c'est une magnifique idée. Donc, vous avez ce bâtiment qui est fait de miroirs. Et à l'intérieur, il y a une salle de concert, une salle qui peut être polyvalente. Et là, cette photo a été prise en 2020, juste avant la pandémie mondiale, quand ils ont ouvert pour la première fois le territoire pour l'art contemporain. Voilà. Alors, ils ont invité des artistes venus du monde entier et qui ont pu investir cette région d'Alula en choisissant des lieux pour faire des installations. Alors ici, c'est un artiste qui vit aux Émirats arabes unis et qui a imaginé ces grosses boules multicolores dans le désert au pied des montagnes de grès, mais je vais vous montrer d'autres exemples avec ici comme ce mirage au milieu du désert avec toujours ces rochers et puis là ce lac artificiel fait par un artiste. Voici encore d'autres œuvres. Et là, la dernière création, voilà, ça date de 2022. En 2021, il n'y a pas eu cette exposition. Donc, cette exposition, ça s'appelle Désert X à Lula. Donc, c'est prévu que ça ait lieu tous les ans dans le désert. Et donc, ces artistes qui sont invités investissent les lieux, choisissent ce qui les inspire. Et là, vous voyez, ces dizaines de dunes de sable qui bougent évidemment avec le vent du désert. Et évidemment, c'est un décor éphémère, c'est du land art. Mais voilà, c'est une très belle idée. Tout ça pour vous montrer le développement aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, qui bouge lentement mais sûrement et qui évolue très bien. Voilà. Alors, on verra encore, toujours dans cette région, on verra une des gares du Hidjaz, cette fameuse ligne de chemin de fer qui va arriver dans la région du Hidjaz en début du XXe siècle. Cette gare-là va être inaugurée en 1907, quelques années après Damas, qui a été ouverte 7 ans plus tôt. Et là, en fait, c'était à l'époque ottomane. Les Ottomans sont au pouvoir et ils veulent que les pèlerins puissent se rendre à la Mecque plus facilement, autrement qu'avec les caravanes qui mettaient plusieurs jours avant d'atteindre la ville sainte. Donc, la ligne de chemin de fer va être construite avec l'aide des Allemands, avec l'aide également de quelques ingénieurs français, et elle va partir de Damas pour relier
les villes saintes. Et pour l'inauguration de cette gare, eh bien, on a invité le fils de l'émir algérien Abdelkader, qui va prononcer un discours dans son plus bel arabe et il va baptiser cette ligne comme étant la sublime ligne. Voilà, donc ça va rester comme étant la sublime ligne. En fait, la ligne fait près de 1800 kilomètres de long, avec 96 stations et des dizaines d'ouvrages d'art. Euh, cette ligne ne va marcher que quelques années parce qu'à la fin de la chute, suite au traité de Sèvres en 1920, où l'Empire ottoman va se retirer de cette zone du monde, eh bien, petit à petit, la ligne va être abandonnée. Il faut dire que les populations locales bédouines étaient tout à fait contre cette ligne parce que, évidemment, les tribus bédouines percevaient des taxes sur les pèlerins qui se rendaient dans les lieux saints. Et donc, cette ligne de chemin de fer, ça leur retirait leurs privilèges et ils n'étaient pas tout à fait d'accord pour ça. Alors, c'est opposé également aux Ottomans, quelqu'un qui est très célèbre, mais je vais vous en reparler. Voilà, donc on verra une de ces gares avec aujourd'hui un musée qui est installé. Alors, bon, c'est de l'architecture militaire, c'est une architecture un petit peu austère, mais c'est très important dans l'histoire de l'Arabie cette gare de chemin de fer et ces différentes gares de chemin de fer et cette ligne. Voilà. Alors, un personnage évidemment, très célèbre que l'on reconnaît, c'est ce fameux Laurence d'Arabie, cet officier britannique qui est né en 1888 au pays de Galles et qui va mourir d'un accident de moto assez jeune, à 46 ans. Donc, il est à la fois officier, il est à la fois écrivain, il est à la fois officier de liaison pendant la révolte arabe en 1918 et il veut vraiment participer à la libération de cette péninsule arabique qui est occupée par les Ottomans et il va être avec les populations locales pour se révolter. Donc, il a écrit pendant cette période-là un livre que je vous recommande, qui est Les 7 piliers de la sagesse. Je sais d'ailleurs que Intermed l'a mis dans les recommandations de lecture pour ce voyage. Et évidemment, le personnage ici de Laurence d'Arabie a été il s'est rendu très célèbre grâce au film de 1962 de David Lean, qui a réalisé ce film avec Peter O'Toole dans le rôle titre. Voilà, ce film a eu vraiment un immense succès, a remporté 7 Oscars et a contribué largement à la notoriété de Sir Laurence d'Arabie. On va quitter la région d'Aloula et puis nous allons maintenant aller à Djeddah, qui va être la dernière étape. Alors Djeddah, c'est aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les Aigras. D'ailleurs, Aigras, je ne vous l'ai pas dit, mais ça a été le premier site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Djeddah, la vieille ville aussi, la vieille ville a été énormément restaurée. Vous voyez ces maisons avec ces balcons de bois, avec ces moucharabiés. Voilà une photo de Djeddah avant la restauration. Vous voyez, c'était un peu crasseux, pouilleux, et voilà. Et maintenant, c'est formidable. C'est une très, très belle ville qui est entourée de remparts. La vieille ville est entourée de remparts avec de nombreuses portes. Et là, vous voyez sur les balcons ces moucharabiés, qui sont ces croisillons qui permettent de réserver préserver l'intimité des familles. Voilà, nous allons voir à Djeddah. Alors, Djeddah, c'est la deuxième ville du pays, la plus peuplée. C'est une ville d'environ 4 millions d'habitants. C'est surtout un grand port sur la mer Rouge. C'est le premier port du pays. Et puis, c'est aussi la porte des lieux saints parce que Djeddah n'est que quelques kilomètres de la Mecque, à 1 heure de route de la Mecque simplement. Et Médine se trouve à 4 heures de route de Djeddah. À l'origine, c'était un petit village de pêcheurs. Mais maintenant, donc depuis son classement en 2014 au patrimoine mondial de l'UNESCO, et bien évidemment, ça devient de plus en plus touristique. Ça a toujours été une ville beaucoup plus ouverte puisque un port. Donc voilà. Et ici, on voit la maison Nassif. Voilà cette maison Nassif. C'est une maison qui date de la fin du 19e siècle. Elle porte le nom de son propriétaire, qui était donc Monsieur Omar Nassif.
C'était un membre d'une riche famille de marchands. C'est une maison qui est aujourd'hui musée. Et à l'époque où Abdulaziz va devenir gouverneur de Jeddah, il va s'installer dans cette maison une fois qu'il va utiliser cette maison comme résidence royale. Et il va recevoir ici ses invités. Voilà. Et puis cette maison va être propriété de la famille jusqu'à 75. Maintenant, c'est un musée avec surtout meublé, une grande bibliothèque. Il y a près de 16 000 ouvrages. Enfin, c'est un endroit magnifique que nous visiterons. Voilà encore une vue de Jeddah très belle avec cette mosquée qui est sur pilotis, posée sur l'eau. C'est la mosquée Al-Rama. Bon, elle n'est pas très ancienne, elle a été construite en 1985. Elle est toute blanche avec un toit turquoise. Et là, vous voyez ce magnifique coucher de soleil. Voilà encore des vues de Jeddah avec cette tour bleue, avec son héliport au sommet. Le front de mer de Jeddah. Alors, Jeddah, c'est une ville très, très ouverte, très accueillante. L'hospitalité arabe n'est pas un vain mot. Il y a beaucoup de cafés, de restaurants en bord de mer. Et voilà le fameux jet d'eau, qui est le plus haut jet d'eau du monde, 300 mètres de haut, qui est le jet d'eau du roi Fahd. Voilà, voilà encore donc des vues de Jeddah. Alors, je voulais vous parler brièvement de comment on s'habille en Arabie Saoudite, parce que ça, c'est toujours des questions qui reviennent, donc je sais que vous risquez de les poser. Alors voilà les femmes locales qui peuvent porter la baya, c'est-à-dire qu'elles sont avec un manteau noir, et en Arabie Saoudite, elles peuvent de temps en temps, si elles le veulent, cacher leur visage, ou bien on peut voir le visage de la femme, mais elles ont un shéla, c'est-à-dire qu'elles ont un voile. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le prince Mohammed bin Salman, MBS, comme on le surnomme, est en train de vraiment ouvrir le pays, le faire rentrer dans la, dans la modernisation. Il veut resserrer, enfin plutôt, pardon, desserrer l'étau religieux. Eh bien, vous voyez ces photos de jeunes Saoudiens, cette photo que j'ai prise à Jeddah avec cette femme au premier rang qui est en cheveux, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de voile. Voilà une autre Saoudienne aussi qui n'a pas un manteau noir, mais qui a une abaya de couleur. Voilà. Et sachez que quand on est touriste, le voile n'est absolument plus obligatoire en Arabie Saoudite. On prend une tenue respectueuse, on cache ses genoux et on cache ses bras, mais on s'habille comme on s'habillerait dans une station balnéaire chic. Voilà. Les hommes, eux, portent le costume traditionnel, qui est ici cette gandoura, avec sur la tête un voile, le koukra et deux cordes noires ligales qui rappellent le passé quand ils étaient bédouins dans le désert et quand ils devaient attacher les pattes de leur dromadaire ou de leur bête avec des cordes. Voilà, voilà donc Mohammed bin Salman, MBS, qui est le prince héritier qui succédera à son père, le roi Salman. Comme je vous l'ai dit, il va avoir 87 ans, son père. Donc, voilà, donc c'est déjà que le prince héritier, ce sera lui. Mohammed bin Salman est son septième fils. C'est un peu son fils chouchou. Il a été le plus jeune ministre de la Défense du monde, puisque dès que son père est devenu roi, c'est-à-dire en 2015, lui-même a été proclamé prince héritier. Il est aussi président du Conseil des affaires économiques et du développement de l'Arabie saoudite. C'est un jeune prince il a 37 ans. Voilà. Et c'est lui qui a décidé de vraiment ouvrir le pays. C'est sous son c'est lui qui a décidé que le tourisme devait venir en Arabie Saoudite et donc ce pays qui était fermé pendant. C'est rare d'avoir un pays où personne ne pouvait aller, si ce n'est des hommes d'affaires ou le tourisme religieux pour les sites de la Mecque et de Médine. Et bien maintenant, on peut voyager dans le pays et de façon tout à fait sûre. Donc, l'Arabie change, mais change bien. Voilà, je vais terminer avec ce magnifique coucher de soleil sur Jeddah, avec ce grand jet d'eau. Je vois que j'ai peut-être un peu dépassé le temps, mais voilà, je vais vous souhaiter de venir en Arabie Saoudite
avec nous au mois de novembre. Je suis sûre que vous serez émerveillés par ce pays, par cette région d'Alula qui est absolument splendide et moi j'ai très envie d'y repartir. Petit aparté pour ceux qui étaient avec moi aux Émirats, vous avez visité à l'exposition universelle pavillon de l'Arabie saoudite, justement, et bien ce pavillon de l'Arabie saoudite a été décrété comme le plus beau pavillon parmi les 192 exposants. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt et j'espère surtout avec Georges et moi en Arabie. Je vais repasser la parole à Corinne. Merci Marie-Christine, c'était passionnant. Je vais te faire une petite confidence parce que je pense que tu ne le savais pas, mais vous étiez plus de 500 personnes inscrites en train de suivre cette conférence. C'était magnifique. Merci beaucoup Marie-Christine. Vraiment, je pense que pour tous les voyageurs curieux d'intermède qui s'intéressent à la culture, au dépaysement, c'est vraiment un voyage merveilleux puisque finalement c'est une destination méconnue qui s'est ouverte depuis peu au tourisme et qui reste très confidentielle. Et je crois qu'on peut, d'après les photos qui sont toutes récentes, que tu as faites il y a peu de temps, on peut découvrir ce pays vraiment calmement, sans avoir trop de monde sur les sites et vraiment bien en profiter. Donc c'est magique. Moi je suis prête à partir avec toi. Donc voilà, si vous souhaitez aussi partir avec Marie-Christine et Georges Malbruno, donc ça se passe du 9 au 16 novembre 2022. C'est un voyage donc, de 8 jours, 6 nuits qui vous fait découvrir, donc on l'a bien compris, Riyad, la province d'Anoula et la ville de Jeddah. Donc 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ce voyage exceptionnel. Donc on vous attend nombreux. Vous pouvez réserver sur Internet. Vous pouvez également réserver par l'agence en nous appelant au 01 45 61 00. Donc voilà, vous pouvez nous joindre. Pour tous ceux qui assistent à la conférence aujourd'hui, et les 500 personnes qui étaient inscrites, et bien nous avons une offre Primo qui est valable jusqu'en 30 juin. Donc pour toute inscription, vous avez 100 € de réduction. Donc c'est bien en profiter pour vous inscrire au mois de novembre. Voilà, alors pour tous ceux qui auraient envie de partir, mais qui ne sont malheureusement pas disponibles au mois de novembre pour y aller avec Marie-Christine et Georges Malbruno, nous avons également d'autres dates sur l'année 2023, donc du 19 au 21 janvier, du 9 au 17 mars, puis à nouveau en novembre et décembre 2023. Donc 4 dates de départ sur l'année 2023. On y va toujours entre novembre et mars. Marie-Christine, tu m'interrompras si je dis des bêtises, mais c'est la meilleure période, évidemment. Les meilleures températures, on est entre 25 et 30 degrés à peu près dans la journée, donc c'est idéal pour visiter. C'est une destination aussi très, très intéressante puisqu'il n'y a que 2 heures de décalage horaire avec la France. Donc, c'est pas trop fatigant de voyager en Arabie Saoudite. Et on est donc évidemment, le choix d'intermède se porte sur des hôtels 4 et 5 étoiles, notamment à Anoula où on a un superbe campement très près du site. Voilà. Écoutez, on vous attend nombreux pour ce voyage. Marie-Christine, merci beaucoup. Merci également à nos partenaires d'Anoula qui nous ont aidés à la préparation de cette conférence et qui accueillent merveilleusement bien tous nos voyageurs et nos conférenciers à destination de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Corinne, merci. Je vous espère vraiment très nombreux pour vous retrouver et merci de tous vos témoignages là que je lis dans le chat, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt au soleil de l'Arabie avec Intermède. À bientôt à tous, merci beaucoup.